Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition étrange de Walter Collins. Un mystère non résolu. Le 10 mars 1928, Walter Collins, âgé de 9 ans, disparut à Los Angeles. Sa mère, Christine Collins, signale immédiatement la disparition et fit part de sa crainte d'un enlèvement. La ville de Los Angeles était à cette époque toujours sous le choc de l'enlèvement et du meurtre de Marion Parker, 12 ans, commis en décembre 1927 par un certain William Edward Eichmann. Eichmann avait été reconnu coupable quelques semaines à peine avant l'enlèvement de Walter Collins. Il sera exécuté le 19 octobre 1928. Si Marion était la fille d'un riche banquier, Christine Collins était pour sa part téléphoniste et séparée de son mari. À l'époque détenue, l'enlèvement de Walter pour obtention d'une rançon semblait peu crédible, vu la situation de sa mère. L'enquête de la police se concentra sur la recherche de témoins. Une femme déclara avoir vu Walter Collins dans une automobile avec 2 personnes d'aspect étrange. D'autres riverains déclarèrent que, plusieurs jours avant la disparition de l'enfant, un homme, qui aurait pu être italien ou étranger, rôdait dans le quartier et posait des questions à propos du garçon disparu. Selon les dits témoins, l'homme suspect était accompagné d'une femme, mais cette dernière ne put être décrite. Vu l'absence d'indices, l'enquête de la police se retrouva vite dans l'impasse. Sous la direction du chef d'enquête, le capitaine J.G. Jones, des plongeurs fouillèrent le lac de Lincoln Park à la recherche du corps du jeune enfant. Mais ils ne trouvèrent aucun indice et aucun corps. Les policiers interrogèrent aussi les camarades d'école de Walter, et l'un d'eux identifia sur photo un ex-détenu comme étant un individu qui avait rôdé autour du domicile de Walter. Une fois encore, la piste ne donna rien. Sous le commandement de John, 200 policiers fouillèrent soigneusement la partie du nord-est de la ville, mais sans retrouver la moindre trace de l'enfant. Un mois après la disparition de Walter Collins, aucune piste n'avait porté ses fruits. Après 5 mois de pénible attente, début août 1928, Christine Collins fut informée que son fils avait été retrouvé dans l'Illinois. La police informa la mère du fait que son fils avait été emmené par un certain J.S. Hutchinson. En réalité, si Hutchinson était bien connu des services de police pour pédophilie, il était détenu à la prison de Saint-Quentin de longue date et bien incapable de s'être retrouvé en 2 endroits en même temps. Les autorités organisèrent des retrouvailles grandioses devant la presse, mais à l'arrivée du train transportant son fils, Christine Collins ne reconnut pas Walter. Le capitaine Jones insista sur le fait que l'inconnu était bien Walter, mais qu'il avait été changé par les 5 mois qu'avait duré son enlèvement. Jones conseilla à Madame Collins de ramener le garçon à la maison et de l'essayer durant 2 semaines. Sous la pression de la police, Christine Collins céda. Bientôt, nombre d'incohérences surgissent dans la version du faux Walter. 3 semaines durant, Christine Collins s'efforça d'accepter le garçon comme étant son fils, puis, finalement, réunit connaissances et dossiers dentaires de son fils pour contredire la version officielle. La réaction de la mère indisposa le capitaine J.G. Jones. Il affirma que le but de Christine Collins était d'humilier la police et la fit interner dans le service des psychopathes de l'hôpital général. Alors que Christine Collins était internée, le faux Walter passa aux aveux. Il était un fugueur du nom d'Arthur Hutchins. S'étant rendu compte qu'il ressemblait à Walter Collins, il avait vu là une occasion de gagner la Californie et de se rendre à Hollywood, afin d'y rencontrer son cow-boy préféré, l'acteur Tom Mix. En dépit des confessions de l'imposteur, Christine Collins
fut maintenu en internement 10 jours supplémentaires. Les aveux de l'enfant ramenèrent l'affaire Collins au point de départ. Mais quelques semaines plus tard, la monstrueuse vérité allait éclater. À la mi-mai 1928, deux garçons, Nelson et Lewis Willow, 10 et 12 ans, disparurent à Pomona. Les garçons ne présentaient aucun problème de comportement et n'avaient aucune raison de fuguer. Comme la maison des Willow se trouvait à plus de 30 km de celle de Christine Collins, les deux affaires ne furent pas reliées. Elles ne furent pas davantage mises en rapport avec la découverte du corps décapité d'un jeune hispanique retrouvé au bord d'une route à la puante. L'affaire prit une tournure décisive lorsque Jessie Clark, une citoyenne canadienne, se rendit à Winneville, Californie, pour prendre des nouvelles de son frère cadet, Sanford, 15 ans, qu'elle avait confié à leur oncle, Gordon Stewart Northcott, plusieurs mois auparavant. La jeune femme constata que son oncle abusait de Stanford et le dénonça aux autorités américaines. Northcott et sa mère Louise prirent la fuite vers le Canada, mais furent arrêtés en Colombie-Britannique, extradés vers les États-Unis. De son côté, Sanford Clark raconta aux enquêteurs les abus dont il avait fait l'objet. Il dénonça aussi son oncle pour les meurtres de Walter Collins, des enfants Willow et du Mexicain non identifié retrouvé décapité. Sanford Clark déclara que son oncle l'avait forcé à participer au meurtre et conduisit les enquêteurs sur les tombes des victimes. En dépit du fait que Gordon Northcott et sa mère avaient été tentés de faire disparaître les restes des victimes en les incinérant, de multiples ossements humains furent découverts. Extradé du Canada vers Los Angeles, Gordon Northcott avoua les meurtres de Nelson et Lewis Willow et du garçon mexicain le 3 décembre 1928. Sa mère, Louise, avoua le meurtre de Walter Collins. Puis les deux suspects se rétractèrent. Gordon Northcott fit de nombreuses déclarations à la presse, se posant généralement en victime. Christine Collins rencontra le suspect afin de lui arracher la vérité sur le sort de son fils. Northcott nia le meurtre, mais se montra surtout incohérent, de sorte qu'aucune vérité ne put être établie. L'arrogance et l'imbécilité de Northcott le poussèrent à renvoyer son avocat et à se défendre lui-même. Le contre-interrogatoire de Stanford Clark par Northcott fut tellement calamiteux que l'accusation ne formula aucune objection. En dépit de sa piteuse performance, Northcott se montra très satisfait de lui-même, insistant sur ses qualités d'avocat auprès des journalistes. Sarah Louise Northcott, la mère de Gordon, plaida coupable pour le meurtre de Walter Collins, mais ne convainquit guère. On ne put établir si elle était la seule responsable ou si elle essayait de sauver son fils. Échappant à la peine de mort du seul fait de son sexe, elle fut condamnée à la détention à perpétuité. Maintes fois, elle revient sur ses aveux. Gordon Northcott fut reconnu coupable des meurtres de Lewis et Nelson Willow et du Mexicain non identifié, et fut condamné à mort. Northcott fut pendu le 2 octobre 1930 à Saint-Quentin. Sur le point de s'effondrer, il dut être soutenu jusqu'à la potence. Il fut dit que la corde ne lui brisa pas le cou lors de sa chute et qu'il agonisa longuement. Gordon Stewart Northcott fut reconnu coupable de 3 meurtres, mais il en avoua 5 et on le soupçonna de 20 homicides. Les enfants qu'ils avaient kidnappés et agressés sexuellement, ayant tué dans un poulailler voisin de sa ferme, les crimes passèrent à la postérité sous le nom de meurtre au poulailler de Winneville. Christine Collins obtient la condamnation du capitaine Jones et une indemnité de 10 800 $, 150 000 $ actuels. Le policier ne paya jamais en dépit de multiples procédures intentées. En guise de sanction, la police de Los Angeles le suspendit, sans traitement, durant 4 mois.
Jusqu'à sa mort, en 1964, Christine Collins ne renonça pas à retrouver son fils en vie. Arthur Hutchin, le faux Walter, vécut en Californie. Il décéda en 1954. Sa fille le décrira comme un esprit aventureux, incapable du moindre mal. Sarah Louise Northcott, la mère de Gordon, bien que condamnée à la prison à perpétuité, fut relaxée en 1940. Elle mourut en 1944. Sanford Clark, le neveu de Northcott, ne fut pas poursuivi pour sa participation au meurtre. Les magistrats estimèrent qu'il n'avait agi que sous la contrainte extrême de son oncle. Parvenu à l'âge adulte, il ne fait plus parler de lui jusqu'à sa mort en 1991, à l'âge de 78 ans.